Hello, hello Sarah, je suis ravie de t'accueillir dans cette série d'interviews Solo to CEO. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Ben, ça va très bien et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute Sarah, est-ce que tu peux nous dire justement qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je fais, c'est assez différent, mais ma principale activité, en fait, c'est d'avoir une agence web et de branding. Donc, concrètement, moi et mon équipe et moi-même, en fait, nous créons des sites internet, des identités de marque, des logos et tous les supports marketing qui vont avec ce site, le business. Donc, ça peut être des présentations PowerPoint, des feeds Instagram, etc. Et du coup, on accompagne aussi les entrepreneurs et les entreprises sur toutes des questions de SEO, de maintenance, de sécurité et un peu de marketing. Donc voilà, ça c'est ma principale activité. Et à côté de ça, je gère un site e-commerce en Australie et je viens de lancer une espace de co-living et de coworking en quelque sorte ici en Thaïlande. Ah, génial! Alors, il faut Mhm. savoir que Sarah, je la connais bien parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble. Oui. On a des clientes, on a eu des clientes en commun. Et puis voilà, au-delà du travail extraordinaire que tu fais, tant au niveau branding euh, pour les clientes que j'ai pu voir, et on a vraiment travaillé en étroite collaboration qu'au niveau création site web. Et d'ailleurs, c'est en cours actuellement avec une cliente que nous avons en commun. Mhm. C'est vraiment super chouette de travailler avec toi et ton équipe. Et je n'étais pas au courant de ce nouveau projet. Est-ce que Ah tu oui, peux pardon. est-ce que tu peux Je nous en vais dire? te dire. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour les compliments et c'est tout pareil, Aurélia. C'est vrai que c'est super de travailler avec des personnes comme toi. Souvent, c'est vrai qu'on a plus l'occasion en fait de travailler avec les entrepreneurs, avec les chefs d'entreprise, mais lorsqu'on a des personnes qui sont entre eux et nous justement pour assurer la communication, pour fluidifier les échanges, pour être sûr qu'on est tous bien alignés, c'est véritablement un plaisir. Ça vraiment, ça nous facilite notre travail et en ce qui te concerne, ouais, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi aussi. Donc, tout pareil pour moi. Et oui, donc il y a quelques mois, j'ai décidé de reprendre le loyer d'un espace de coworking dans lequel j'avais créé mes entreprises ici en Thaïlande, à Chiang Mai, et d'ouvrir cet espace en fait plus à des entreprises, à des startups, des gens qui ont des équipes. Donc en haut, tu as un espace de co-living, et donc avec une cuisine, un salon, des chambres, etc. Et en bas, donc, on a des espaces pour travailler ensemble, des espaces de réunion, des espaces plus workshop. Et l'idée, c'est que voilà, j'arrive à réunir donc une communauté d'entrepreneurs plutôt orientés wellness ou voilà, ou marketing ou start-up, etc. Et les réunir tous ces gens-là dans ce lieu-là. Voilà. Ah, génial, super Mm. projet. C'était déjà Oui. existant ou c'est toi qui l'as conçu de toutes pièces? Non, c'est il y a 5 ans, en fait, j'ai lancé mes business ici. J'étais vraiment dans cet espace de coworking et c'est là où j'ai commencé à créer, être beaucoup plus sérieuse en tout cas pour mon agence web. C'est là où j'ai commencé à vraiment grandir en quelque sorte. Donc, il y a un joli symbole derrière, en fait. Parce que voilà, c'est là pour moi où tout a commencé pour mon aventure entrepreneuriale. Puis, 2 ans après, je suis partie à Bali, je suis revenue en France. Et puis, en 2024, bon, cet espace était un peu abandonné. Et puis, il a toujours eu une signification très particulière pour moi. Et je me suis dit, bon, ben, allez, on tente, on en fait un co-living, un espace de travail, on invite les gens, on fait du yoga le matin, on fait des dîners entre entrepreneurs, et voilà, c'est ce qui se passe. Ah, superbe. Et ça y est, tu l'as lancé le projet? C'est à ses débuts, mais on a déjà tout l'espace de co-living est rempli. On a déjà 4-5 personnes qui viennent travailler régulièrement. Je vois beaucoup de femmes, parce que pour l'instant, j'approche la communauté des femmes. Et beaucoup de femmes qui viennent, qui me disent, voilà, moi, je suis psychologue, j'ai besoin d'un espace pour travailler. Je n'ai pas envie d'être seule chez moi. Je préfère avoir des bureaux où je peux, voilà, entraider avec d'autres personnes, etc. Donc, petit à petit, le mot est en train de se faire Ah, passer. génial. Et Chouette. t'as créé un site internet pour cet espace-là? C'est en cours, c'est en cours. J'ai quelque chose, mais j'en suis pas. Tu sais, quand on est web designer, on veut tout. Ouais. Ouais, jamais satisfaite. Mais non, oui, c'est en cours. J'ai quelque chose de basique pour le moment, mais j'espère.
On a aussi des projets qui sont intéressants. Ce sont des entreprises qui ont leur équipe un peu partout dans le monde. Donc, ça a été le cas, par exemple, pour une entreprise allemande et japonaise qui font du textile et qui sont en fait venus ici pendant 2 mois avec toutes leurs équipes. Alors, on avait des Américains, des personnes des Philippines, etc. et qui avaient besoin en fait de réunir leurs équipes à un endroit voilà, convivial, etc. Et donc, ils ont loué toute la maison avec l'espace de coworking, les chambres. Et voilà, pendant 2 mois, ils sont restés ici pour brainstormer, créer, travailler ensemble parce que voilà, ben, la distance, parfois, c'est Bah pas oui, facile. ouais, Et ouais. du coup, c'était l'occasion. Et la maison s'y prête beaucoup. Voilà, c'est une grande maison, c'est très central. Ah, Voilà. superbe. Centrale, c'est-à-dire Mm. vraiment à Chiang Mai même? Voilà, exactement. Derrière la zone principale. C'est vraiment très, très bien placé. Ah, génial. Bon, bah écoute, si un jour je retourne en Thaïlande, je Tu sais es la où. bienvenue. Oui, tu es la bienvenue. Superbe. Est-ce que justement tu peux nous partager tes intentions, tes désirs avec ton business d'ici peut-être la fin de l'année, d'ici le 31 décembre? Oui. Euh, donc, c'est vrai que donc aujourd'hui, j'ai une équipe, donc on est 12 au total. Chacun a sa spécialité, donc il y a des UX designers, etc. Euh, Ma vision pour 2024-2025, ce serait je pense qu'en termes de process, on est quand même très très bien aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur cet aspect et en fait là on est dans une période où il est temps en fait de prendre un élan niveau marketing en fait. Donc jusqu'à présent j'ai toujours travaillé sur le bouche à oreille, j'ai toujours travaillé avec des personnes qui m'ont recommandé ou qui ont d'autres projets. C'est vraiment de cette façon que l'on me connaît en fait. Et aujourd'hui j'ai envie à- d'aller plus vers du marketing. Donc, peut-être améliorer mes réseaux sociaux, peut-être proposer mes services de façon plus directe au lieu voilà, de justement faire que de la recommandation. Je pense qu'aujourd'hui, on a des process, on a des talents dans l'équipe qui fait qu'on est vraiment solide et je pense on pourrait servir beaucoup plus de personnes. D'accord. Donc, c'est mon Ouais. objectif sur un an. Mhm. Ok, super. Et à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur, indépendant, à CEO, chef d'entreprise qui délègue à une équipe? Quels ont été pour toi les éléments déclencheurs? C'est vraiment une question intéressante parce que c'est vrai qu'à un moment, ce choix devait être fait il y a à peu près, je dirais, il y a 4 ans, 3 ans, ouais, 3 ans, 4 ans, en fait, de faire le choix de est-ce que on continue en solopreneur avec juste mon nom, donc Sarah Méran, ou est-ce que on crée une société ou un studio, donc là, en l'occurrence, Studio September. Est-ce que je continue toute seule? Est-ce que je commence à déléguer? Bon, toutes ces questions, elles sont venues à un moment, donc il y a à peu près 4 ans. Et, et j'ai fait le choix donc d'aller plus du côté CIO avec de déléguer toutes mes tâches, etc. Dans le sens où ben, j'étais sous l'eau en fait. On pouvait pas tout faire. C'est ça. Je pouvais plus faire tout faire et j'ai craqué d'ailleurs. À ce moment-là, j'étais dans une période où il fallait vraiment avoir du changement dans ma vie. Je pense que de toute façon, la voie de l'entrepreneur et le mindset et où tu en es toi personnellement, les deux sont extrêmement liés. Donc, à un moment, je me suis dit, mais je peux plus continuer comme ça. Il y a trop à gérer. Il y a le côté technique. C'est vrai que lorsqu'on fait un site internet là, tu le vois avec le projet qu'on a en commun, il y a des millions de petites tâches. Et bien sûr, je les maîtrise toutes, mais à la fin, ça devenait trop le côté technique, le côté référencement naturel, le côté branding, logo, etc. Et puis, c'est jamais un site web, c'est aussi tout le côté graphique. Voilà, on a besoin de présentations, tout ça prend beaucoup de temps. Et donc, tout simplement pour des raisons de stress, en premier lieu, en disant, mais il va falloir que je trouve des gens pour m'épauler. Ça a été la première raison. Et la seconde, c'est que ben, sur mon chemin, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement qualifiés et parfois beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et je me suis dit, mais cette personne-là, je dois travailler avec elle. Et pour faire aussi l'allusion par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ton poste et toute la plus-value qu'une personne comme toi ajoute dans un projet, c'est exactement à ce moment-là où en fait que j'ai réalisé l'importance des chefs de projet en fait. Au départ, je me suis dit, je délègue aux développeurs, aux graphistes. Mais là où en fait les choses ont fait, là où il y a eu vraiment le jour et la nuit pour moi une réelle différence, c'est lorsque j'ai commencé à embaucher mes premiers chefs de projet, ceux qui sont en contact direct avec mes clients. Et là, mon entreprise a vraiment décollé à ce moment-là.
parce que en termes de qualité de communication, la qualité de la relation client, le fait, ça a toujours été pour moi une priorité d'être vraiment partenaire de mes clients, de vraiment comprendre ce qu'ils veulent, d'être hyper réactive, tout ce genre de choses, c'est des valeurs importantes pour moi. Mais en fait, en étant au four, au moulin et sur mon téléphone et partout, en fait, j'arrivais plus à assurer cet aspect. Et c'est vraiment l'embauche de mes chefs de projet qui m'ont permis de garder cette qualité, cette proximité avec mes clients. Donc pour moi, tout a commencé vraiment avec mes chefs de projet au final. Ouais. Premier recrutement, chef de projet. Hmm. Oui, voilà. J'ai commencé un petit peu avec mon développeur parce que le Ouais. côté technique, c'était très important. Et après, je me suis dit, ouais, une chef de projet est arrivée, très organisée, minutieuse, excellente communication. Elle est venue, elle m'a aidé justement en train de gérer la relation client avec mon développeur. Et là, j'ai vu que, ouais, il fallait que je continue dans cette voie-là. C'était game changer. Oui, Ok. clairement. Et quel a été pour toi, si tu te rappelles un petit peu, le plus gros changement entre solopreneur et je suis plus seule dans mon entreprise, je suis entourée de freelance, de prestataires de services? Parce qu'ils sont tous prestataires, ils sont pas salariés. Non, certains sont salariés, Ah, d'accord. mais voilà, qu'ils ont un quota d'heures chaque mois. Mais au final, tout le monde fait soit un temps plein, soit un mi-temps, au final. Donc, même s'ils sont consultants ou prestataires externes. Euh, vraiment, la plus grosse différence, ça a été au niveau du stress. Le fait de, voilà, maintenant, Oui. j'ai mon esprit qui est libre et je vais pouvoir me concentrer sur l'essentiel, sur les choses où je suis la plus forte, en fait. C'est vraiment de se dire, OK, on ne peut pas passer tout notre temps ou notre énergie sur des problèmes, en l'occurrence, moi ici, c'est des problèmes techniques, alors qu'une personne le fait beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus qualitative que moi. Donc, l'espace que j'ai réussi à libérer en donnant donc cette charge, soit à mes chefs de projet, soit à mes designers, soit à mes équipes techniques, en fait, moi, je vais pouvoir me recentrer sur l'essentiel, à savoir recruter les meilleurs profils, s'assurer de temps en temps avec mes clients que tout aille bien, et tout ce qui est direction artistique, parce que c'est vraiment, au final, ma signature, c'est vraiment... voilà, le soin qu'on apporte à nos créations artistiques, elles sont toujours validées de mon côté ou elles sont toujours impulsées par ma créativité, etc. Donc voilà, je regarde vraiment la partie dans laquelle je pense que je suis la plus douée et je me concentre aussi sur la stratégie de l'entreprise, comme on l'a dit, donc marketing, vente, tout ce qui est recrutement, gestion, comptabilité, voilà, les choses comme ça, en fait, les gros sujets. Donc ça a été le D'accord. plus grand, Ok. grand changement. Ouais. Et donc, tu as un petit peu parlé, quels sont les aspects spécifiques que tu as choisi de déléguer en premier? Comment tu as pris ces décisions en fait? Comment tu t'es dit, tiens, au début, tu m'as parlé d'un développeur, donc c'était l'aspect Mm. technique. Oui. Oui, c'est vrai que au final, quand on a une agence de branding, une agence web, c'est vraiment trois piliers. Le premier, effectivement, c'est technique pour développer et coder les sites Internet. Le second, c'est l'aspect graphique, artistique avec l'identité de marque et tous les designs qui vont avec. Et ensuite, c'est effectivement tout ce qui est chef de projet. Donc, j'ai vraiment trois profils dans mon entreprise, plus après, évidemment, le côté administratif, comptabilité, etc. Mais bon, je fais une parenthèse dessus. Donc, au départ, on a commencé par un développeur, parce que la charge de travail était vraiment colossal à ce moment-là. Donc, il fallait qu'il m'aide à intégrer les textes ou des petites tâches petit à petit, à migrer les sites Internet d'un environnement pré-prod à prod, voilà, tout ce genre de choses. Et puis après est venue donc ma première chef de projet qui était Audrey, qui est restée avec moi pendant 3 ans. Et là, ouais, là j'ai pu voir que c'était un des piliers de mon entreprise. C'était très intéressant. En fait, tout a commencé même par des petites questions au départ. J'ai voulu qu'elle m'aide juste avec des choses de ma vie. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, tiens, tu peux regarder cette page qu'a fait mon développeur. Juste, tu compares entre mon design et ce que lui a fait. Et à ce moment-là, en fait, elle m'a détecté toutes les incohérences, elle a tout testé. Et je me suis dit, en fait, elle est tellement douée, elle est tellement minutieuse. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Je me sens plus seule. Je peux lui déléguer, je peux lui faire confiance. Et là, du coup, j'ai plus besoin de m'en occuper et je peux me concentrer encore une fois sur ce qui me fait plaisir, sur l'essentiel.
voilà, les choses sont arrivées comme ça. Puis après, j'ai augmenté la charge de travail petit à petit. Mon développeur, on a encore plus discuté. Est-ce que tu peux prendre en charge la maintenance des sites Internet? Oui. Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Etc. Et on, en fait, petit à petit, graduellement, en fait, je donnais plus de responsabilités à l'un et à l'autre. Et puis après, des graphic designers sont venus se greffer donc à l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, on a des UX, des personnes de plus en plus spécialisées. Et c'est une machine qui fonctionne bien. Voilà. D'accord. Donc, dans les 12 personnes, donc, il y a le développeur, il y a la chef de projet, il y a les graphic designers et En quelque sorte, ouais. Alors, je leur laisse quand même la liberté de s'arranger un peu comme ils le souhaitent. Donc, par exemple, mon développeur est devenu juste mon back-end développeur, c'est-à-dire qu'il s'occupe vraiment de la mise en place, de la migration, des plugins, de tout l'aspect qui est vraiment technique, mais plus, plus, plus. ouais. Euh, Puis ensuite, j'ai une front-end développeur. Elle est plus dans tout ce qui est intégrer les textes, s'assurer que les sites sont bien responsives sur les téléphones. Elle va s'assurer vraiment que entre le design et ce qu'on voit, tout est parfait. Alors là, c'est quelqu'un qui est vraiment doué, qui est vraiment très minutieuse. Puis elle, en fait, pareil, au bout d'un moment, elle a eu trop de travail. Donc, elle m'a dit, est-ce que je peux embaucher d'autres personnes? Donc maintenant, elle s'est créée, en fait, chez elle, un pôle technique avec deux autres filles qui l'aident aussi avec Ah. l'intégration. Donc, oui, bon, en fait, je leur donne assez de liberté pour s'organiser, pour recruter comme ils le souhaitent. Donc, Et c'est-à-dire qu'en fait, cette front-end développeur, elle a donc délégué une partie de ses tâches à des oui, freelances, oui. mais il passe par elle, pas par toi. C'est ça? Exactement, Ok. exactement. Donc, elle est devenue en quelque sorte Une manager et elle a agence? créé elle-même, Ouais. elle a recruté des gens avec qui elle voulait travailler et ça se passe très bien. Donc, maintenant, moi, je m'adresse que à elle, en l'occurrence, et puis elle délègue ce qu'elle souhaite, à qui elle le souhaite. Et voilà. Sinon, je sais qu'elle a créé un petit pôle avec chez elle, comme ça, avec des bureaux, des écrans, etc. C'est encore plus Top. efficace pour moi. En termes de graphic design, on a des personnes qui sont spécialisées plus pour les réseaux sociaux, d'autres qui sont spécialisées vraiment UX, c'est-à-dire UI, UX, c'est vraiment soit le squelette de la page, placer les éléments dans un endroit qui font sens et qui invite à la conversion, donc vraiment tout ce qu'on fait le travail de wireframe. Et ensuite, elle passe ça en design. Donc voilà, elle a vraiment un profil très UI UX. Et ensuite, on a une personne qui est vraiment spécialisée sur tout ce qui est identité visuelle. Donc, qui est la personne voilà, qui va dire quelle couleur, quel typo, quel style de photo, etc. Qui délivre des brand books de 80 pages parfois. Donc voilà, on a vraiment des profils très, très spécialisés en fonction du projet, des demandes. Et on a une consultant SEO, on a trois chefs de projet en français, en anglais, puisque je travaille aussi à l'international. Euh, et voilà, en tout, Eh oui, voilà, ça fait du monde. belle petite équipe, ouais. Top, top. Est-ce que tu avais une appréhension à déléguer ou pas du tout? Comment tu t'y es pris au départ? Non, parce que en vrai, en vrai, ça s'est fait très très naturellement. Donc non, ça n'a pas été hyper challengeant pour moi, parce que c'est vraiment, ils m'ont vraiment aidé en fait. Et puis, euh, est-ce que j'ai eu des appréhensions à déléguer? Forcément, lorsque on délègue, on perd le contrôle. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des couacs. Et c'est pas facile, puisque ça reste quand même ton image, ça reste ton entreprise. Et tu te dis, ça, si c'était moi, peut-être que j'aurais pas fait de cette façon, ou peut-être je me serais pas ratée, ou j'aurais été en temps et en heure. C'est vrai. C'est arrivé plusieurs fois. Donc oui, il y a eu des challenges à ce niveau-là où il faut savoir laisser aller. Je pense aussi ça nous force à être beaucoup plus organisés. Par exemple, je sais que moi, j'ai commencé ma carrière, en tout cas ma vie d'entrepreneuse, en étant assez créative en termes d'organisation. Mais le fait d'avoir une équipe, il va falloir repenser à tous les process. Donc là, par exemple, je dois lancer un site internet. On a entre 100 et 200 tâches à faire pour ça. J'ai dû tout décomposer, créer des process, expliquer comment moi je fais les choses. Parce que voilà, moi, par exemple, je fais un logo, j'ai un process particulier. Je voudrais que mon équipe le fasse. Donc, j'ai dû tout expliquer. Pareil pour les sites internet, pareil pour plein de choses. Donc, ça m'a obligé vraiment à prendre du recul sur mon business
créer des process. Maintenant, j'ai vraiment, comme je disais, des fiches pour tout, en fait. Et lorsqu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe ou lorsqu'il faut qu'on en reparle ou qu'on améliore, j'ai plus qu'à passer le lien en disant, ben voilà, aujourd'hui, on fait ça comme ça. Est-ce qu'on peut améliorer ou si c'est une nouvelle personne, est-ce que tu peux te calquer sur ça? En fait, on a tout documenté. C'est beaucoup plus facile. Donc, ça m'a permis d'être beaucoup plus structuré qu'avant parce que, voilà, en tant que, Ouais, ouais, ça je t'a quelque pense que part, les gens font comme ouais, nous. ça t'a obligé quelque part, oui, comme tu dis, à te structurer. C'est-à-dire que quand une personne arrivait, tu avais déjà fait les process ou tu faisais les Oui. process avec elle? Ok. Oui, bah, au tout début, il y a 4 ans, du coup, oui, j'ai commencé à vraiment passer du temps à tout documenter, comment on s'introduit en tant que chef de projet, comment on se présente, pardon pour le franglais, comment on se présente pour, devant un nouveau client, qu'est-ce qu'elles doivent dire, quel est le message, quel document on doit créer pour qu'il y ait un suivi pour la création du site Internet, expliquer qu'est-ce que c'est un wireframe, parce que parfois j'ai des chefs de projet que je recrute, non pas sur leur expérience de chef de projet, mais plus sur des soft skills, tu vois, le fait de leur communication, leur esprit de rigueur, etc. Donc tout ça, voilà, parfois le monde du digital est complètement nouveau. J'ai eu Ouais. des chefs de projet qui venaient du monde de la mode, j'ai eu une anthropologue, quoi, j'ai eu des personnes qui venaient de tous les milieux. Et au final, ils doivent pouvoir arriver dans mon entreprise en ayant bah, toutes les fiches voilà, pour comprendre comment est le process. Et bien sûr, au fur et à mesure, de l'améliorer. Donc, oui, pour répondre à la question, quand j'ai commencé à avoir une équipe, j'ai du tout documenté. Mais après, ouais, c'est avec eux aussi. Oh là, ça pourrait être amélioré, ça va. Donc, enfin, ils vont modifier eux-mêmes. L'idée, c'est que tout le monde contribue, encore une fois. Comme je laisse quand même beaucoup de liberté à mon équipe pour améliorer les choses. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est important effectivement que tu délègues à un moment donné, que tu attribues, tu assignes un process à une personne qui est en charge de ce process-là Oui, pour qu'elle puisse le mettre à jour régulièrement. Ouais, oui. top, top, top. Et comment, justement, tu as un petit peu parlé, quels sont les éléments que tu recherches chez tes collaborateurs? Donc, tu as parlé de valeur aussi. Il y a les aspects techniques que tu recherches effectivement, mais quels sont les premiers éléments sur lesquels tu t'attardes avant d'embaucher, avant de collaborer avec une personne? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que pour le côté technique, effectivement, là, on est obligé d'avoir des personnes qui s'y connaissent Oui, vraiment dans leur milieu. Pour un designer aussi, c'est particulier. On doit avoir un sens artistique qui match avec le mien, parce que c'est ma signature. Quand on regarde par exemple mon portfolio, on voit qu'il y a vraiment une cohérence entre tous les designs que j'ai fait. Il y a quand même un fil conducteur. Donc là, encore une fois, le graphic designer doit pouvoir s'adapter à ceci. Mais sinon, au final, entre toutes ces personnes, la valeur principale, je dirais que ce serait la communication, de dire que voilà, de vraiment être bienveillant et de faire attention à comment on communique et, voilà, et vouloir bien faire, de toujours vouloir bien faire. Voilà, je pense que c'est communication avec le client, communication avec moi, communication avec l'équipe. Euh, voilà, lorsqu'on donne nos mots, de s'y tenir aussi. C'est vraiment important. Voilà. très important, ouais. Et comment tu les as trouvées, ces pépites? Avec beaucoup de chance, vraiment beaucoup, parce que, par exemple, mon développeur T'as pas avec passé moi, une annonce classique, tu vois, une offre de non, collaboration, ouais. pas tout le temps, pas tout le temps. Mon développeur, ça fait 4 ans, donc déjà, je suis super contente parce que généralement, un développeur, il aime bien changer, donc 4 ans, c'est Ouais, bien. Euh, non, je pense que parfois j'ai mis des annonces et je suis bien tombée, mais ce qui a le plus marché avec moi, ça a été le bouche à oreille, donc tout ce qui est relationnel. Comme je l'ai évoqué d'ailleurs avec ma front-end développeur qui, elle, crée sa propre équipe. Donc je sais que son équipe va être des personnes qui vont être alignées en termes de valeur avec ma front-end développeur qui, elle, je cautionne et voilà, avec qui j'ai une super communication, une super collaboration. Donc, comme je crois en elle, je sais que je peux croire aux personnes qu'elle a recrutées. Donc ça, c'est déjà, voilà, bouche à oreille, recommandation, entourage. C'est un canal de recrutement qui, pour moi, est super important. Et le second, c'est aussi de ne pas hésiter à trouver une personne, que lorsqu'on rencontre une personne qui nous plaît pour différentes raisons,
de proposer aussi. Par exemple, mon UX designer, elle est extrêmement talentueuse. J'ai vu ses créas, comme, voilà, j'ai vraiment été éblouie par ses créas. Du coup, je suis allée directement, voilà, j'ai ce pote qui est dispo. Est-ce qu'on peut essayer d'abord quelques heures? Si ça va, bah, du coup, j'ai peut-être un mi-temps, voire plus. Euh, voilà, donc ne pas hésiter dès qu'une personne a ce qu'on recherche, de dire, ah, est-ce que tu voudrais pas qu'on tente de travailler ensemble? Voilà. Top, top, top. Et tout à l'heure, tu parlais aussi dans tes projets à court terme, de développer la partie marketing de ton business. Est-ce que tu as prévu d'engager un expert en marketing digital ou est-ce que c'est toi qui vas te charger de cette partie-là? Ah, ça, c'est... Oui. J'ai déjà quelqu'un qui commence à rédiger des posts, etc. Mais c'est compliqué. Le marketing, c'est compliqué parce que ça doit vraiment être ta voix, en fait. C'est vraiment, Ça. encore une fois, c'est ton identité. Donc, même sur les réseaux sociaux, j'avoue, j'ai du mal. À chaque fois qu'elle écrit donc, des posts, je passe quand même pas mal de temps pour corriger parce que ça doit être vraiment ma voix. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Et après, je pense qu'aussi, c'est à moi de réfléchir en termes de stratégie. OK, c'est bien d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'atteindre un certain public. Tu vois, par exemple, je travaille quand même avec beaucoup de coachs aujourd'hui, beaucoup de femmes aussi, des coachs, des femmes entrepreneurs. Est-ce que, par exemple, de faire des workshops en ligne et de me donner des conseils, est-ce que ce serait pas une meilleure façon d'investir mon temps, mon focus, mon énergie que les réseaux sociaux? Ou est-ce que continuer à faire, par exemple, des partenariats avec des business coachs qui puissent, elles, m'introduire dans leur programme, ce genre de choses? Est-ce que c'est pas là, en fait, que je dois mettre mon énergie plutôt que, voilà, comme je disais, passer du temps sur les réseaux sociaux. À voir. Pour l'instant, tout ça, c'est en cours. Comme je disais, j'ai commencé à développer ma présence sur les réseaux sociaux, mais voilà, je me dis, il y a peut-être d'autres façons de faire. Yes, yes. Au niveau de la gestion justement de tous les projets que tu gères avec tes différents clients, comment tu les gères avec ton équipe? Ouais. On est tous remote, donc on travaille tous à Oui. distance J'ai des personnes en Europe, j'en ai une en Corée, j'en ai quelques-uns en Indonésie, à Bali. Moi, je suis à Top. Thaïlande aujourd'hui, mais des fois, je suis en France. International. Ouais, c'est des profils vraiment qui sont partout dans le monde. Parfois, c'est challenge de coordonner tout le monde pour cette raison. Mais en fin de compte, je pense qu'on en fait aussi notre force parce que lorsque, par exemple, ma chef de projet française qui habite en Corée brief mon UX designer qui est en Suède, en fait, elle va le faire durant le matin et pendant que elle va dormir, du coup, mon UX designer qui est en Suède va pouvoir travailler et délivrer. Donc, lorsque l'une, elle va aller se dormir, l'autre va pouvoir tout corriger de nouveau, envoyer aux clients, etc. Donc, au final, c'est une force, et c'est une faiblesse, c'est une force aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé notre rythme par rapport à ça. Euh, pour, euh, pour revenir à la question, c'est parce que je me suis peut-être un peu perdue par rapport à ça. Quelle Non, non, était la mais c'est question? ça. C'est au niveau de la gestion. Comment tu gères avec ton équipe la gestion de projet? C'est par exemple quand Oui, tu dis ta chef de projet communique avec ton X, comment tu dis? X oui, UX designer. designer, oui. Ok. Comment vous communiquez par quel canal? Est-ce que, Voilà, voilà. en termes de logiciel, voilà. Donc Ouais, là, je te parlais des time zones qui sont parfois ouais, intéressantes. Mais en termes de communication, du coup, nous, on utilise Slack. Donc, on a le logiciel de messagerie avec différents canaux, etc. On a absolument arrêté WhatsApp pour la communication entre nous, pour l'équipe. On l'a juste gardé pour nos clients parce que, voilà, pour le côté proximité, comme j'évoquais au début. ouais. Mais sinon, entre nous, tout est sur Slack. Après, le problème, c'est qu'on a tellement de clients et on a tellement de projets qu'on peut vite s'y perdre aussi. Donc, on a des logiciels du type... on avait commencé avec Trello, mais ça n'a pas trop fonctionné. Maintenant, on est sur Asana. Donc, on a tout qui est géré sur Asana et chacune des demandes est sur Asana. Au moins, on a un bon tracking. Encore une fois, dans le côté process, etc. Standardiser tous les process, on a créé des templates. Chaque fois qu'on a un site internet, on duplique nos templates. On a une liste de tâches, comme j'ai dit, entre 100 et 200 où il faut ticker. Voilà, tout est maintenant bien cadré, mais sur Asana. Donc, on fait les deux. Ah, Et, super. ouais. Et Du coup, généralement, t'as connecté Asana à Slack. oui, oui, oui. Ouais, ouais, pour tout ce Ok, que... pour l'attribution des tâches, justement, comment ça se passe?
Donc, au final, chaque projet a donc un chef de projet, en l'occurrence, donc, qui est assigné à un client. Et cette personne-là, en fait, va gérer tout le projet, l'attribution, le suivi des tâches, le report, etc., etc. C'est aussi la personne qui doit me faire remonter des alertes ou qui va communiquer directement avec moi pour me faire valider des choses. Mais au final, j'ai mis en place un système où j'ai qu'un interlocuteur par projet. L'idéal aussi, on parlait tout à l'heure de vision, c'est d'avoir aussi mes chefs de projet et un opérationnel manager et moi aussi là. Parce que pour l'instant, c'est encore moi qui parle directement avec mes chefs de projet, qui m'assure que tout est bien, etc. Mais il y a quand Du même coup, des petites tâches qui... ouais. Du coup, tu as combien de chefs de projet? J'en ai, Ali, Mia, j'en ai quatre. Ah, d'accord. Et J'en ai deux français. chacun a Ouais. une spécificité? Comment ils C'est se... la langue en fait. Deux français et deux anglais. Ah, d'accord. Ok. Ok. Voilà. Ah, superbe. Ok. Ouais, c'est pas mal comme organisation. Et Mm. voilà, donc chaque chef de projet a des projets qui lui sont attribués et il est responsable du bon déroulement de chaque projet en respectant les deadlines, etc. Et en attribuant, Voilà. je suppose, les missions, les tâches aux designers, etc. Exactement. Euh, Ouais. d'accord. Ok, superbe. Et à part, on a beaucoup parlé de process, mais du coup, quels sont les process, toi, que tu as mis en place et où est-ce que tu les as centralisés pour que toute ton équipe puisse y avoir accès? Pour moi, tout a été écrit sur Notion. Donc, D'accord. voilà, tout est classé sur Notion. C'est l'encyclopédie de l'entreprise. Voilà. Du coup, tu as un lien d'Asana vers Notion pour l'accès Euh, direct au process? Disons qu'ils ont tous accès et après tout est classifié en fait. Donc par Ouais. exemple, nouveau projet web, première chose à faire, cerner les besoins, envoyer la proposition, créer le dossier sur Drive, voilà, tout est répertorié et expliqué sur Notion. Et après, évidemment, tu as les tâches aussi sur Asana. D'accord. Et comment tu as répertorié justement, comment tu as fait la nomenclature de tes process? Tu les as fait par département ou Ouais, par parfois système? oui. Ouais. Par type de projet, par exemple, créer un site internet, j'ai tout expliqué comment moi je le faisais. Et sinon, oui, il va y avoir une partie qui va être réservée juste pour les devs. Par exemple, quand il y a des données, comment dire, il y a beaucoup de choses en fait que les devs font qui n'ont pas besoin d'être interférées avec un project manager ou un designer. Donc ça peut être aussi par département aussi. Très, très intéressant. OK. Et donc, tu nous as parlé un petit peu bah, d'outils, les logiciels que tu utilises. Donc, tu as dit Slack, Asana, Notion. Quels sont les autres outils ou logiciels que tu utilises qui, pour toi, sont vraiment essentiels pour ton activité et pour optimiser l'opérationnel de ton entreprise? Pour moi, bon, ça va être très basique, mais Google Drive, c'est indispensable, en fait. Oui. C'est l'endroit où vraiment, où on travaille par dossier client. Donc, on va mettre toute la roadmap, on va mettre tous les délivrables, les logos, etc. Et tout ça est partagé justement avec nos clients. Au moins, tout est centralisé à un endroit. Et après, ils peuvent tout télécharger de leur côté. Et nous, on garde toujours une copie sur nos serveurs. Ça va être le premier logiciel qu'on utilise beaucoup. Et après, au niveau de la communication client, généralement, ils aiment WhatsApp. Donc aujourd'hui, on n'est même presque même plus par email. C'est vraiment tout sur WhatsApp pour, ben, tu le sais, dès qu'il y a des questions ou quoi, on peut agir rapidement. Ah ouais, c'est vrai que pour ça, WhatsApp, c'est très pratique au niveau de la réactivité. Mm. OK. Est-ce Ouais, que tu as, ouais. Est-ce que tu as mis en place des KPI, des indicateurs clés de performance, et notamment si mm. oui, est-ce que il y en a que tu affectionnes particulièrement? C'est c'est vrai que cette question-là, en tant qu'agence, elle est différente que si tu avais un site e-commerce ou si tu vendais comment dire, euh, du coaching ou des choses comme ça. C'est un peu différent. Pour moi, c'est sûr qu'à la fin du projet, maintenant, on a instauré un process où, OK, on regarde ben, la demande initiale, on regarde en combien de temps le site Internet a été créé, pourquoi on a eu ces difficultés-là, est-ce que c'est de notre côté, c'est du côté client, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça, est-ce que bah, l'équipe a été satisfaite du process? On a des sites internet avec qui
Voilà, tout est fluide, tout le monde est content, tout se passe bien, les développeurs sont ravis, les chefs de projet ne sont pas sous l'eau, les clients sont contents, donc là, ça se passe bien. Mais il y a aussi des fois où on commence un projet en novembre et en mai, il est toujours pas sorti. Et voilà, là, il faut savoir pourquoi. Ou on a des moments où les développeurs sont frustrés parce qu'il y a beaucoup trop d'allers-retours et ils comprennent pas pourquoi. Donc, vraiment, pour moi, le document clé, après, bon, KPI, etc., ça va- c'est plus ça, en fait, se dire, OK, on fait un bilan de comment s'est passé le projet, qu'est-ce qui s'est bien passé ou pas, et corriger à partir de là. Donc, ça va être plus sur la frustration ou la satisfaction du client et des équipes. D'accord. Ouais, ça c'est très important de faire des bilans à chaque fin de projet, mais vous faites pas tu suis pas des chiffres en termes Ah de... si, financièrement, oui, bien sûr, oui. Normalement, quand je fais un site internet, je dois avoir une certaine marge. Ou normalement, par exemple, un chef de projet doit prendre tant pour cent du budget, etc. Tout ça, ça a été défini en amont. Avant de commencer, par exemple, un projet web, on estime les besoins. S'il y a beaucoup de techniques, par exemple, on sait qu'un développeur va prendre, je sais pas, 40% du projet, un chef de projet 10%. Bon, voilà, tout dépend. Et après, effectivement, encore une fois, lors de ce moment où on fait cette comparaison, se dire, OK, là, on a vraiment dépassé le temps en design ou en chef de projet parce qu'il y a eu trop d'allers-retours, en fait. Et après, on ajuste encore une fois en disant, trop de temps, trop d'argent, qu'est-ce qui a pas Comment on peut été bon optimiser? dans le process. D'accord. Et donc ça, C'est toi qui fixes les budgets alloués pour chaque projet? Oui, mais je le fais jamais toute seule en fait. Je le fais toujours avec mes développeurs parce que parce que eux savent. Parfois, il y a des... Donc moi, je sais coder, je sais développer des sites internet, etc. Mais encore une fois, j'ai des développeurs qui sont beaucoup plus doués que moi aujourd'hui. Donc quand par exemple j'ai des clients qui me demandent, j'ai eu un client dans l'immobilier récemment, oui, j'ai besoin d'un plugin qui montre le retour d'investissement de euh, voilà, et tout ça doit être manuel. Et blablabla. Oh, ok, je demande à mon développeur. Il me dit, oui, ok, je peux développer quelque chose sur mesure en 40 heures, par exemple. Donc ça, c'est inclus dans le budget et du coup, c'est à proposer aux clients, etc. Donc même quand je fixe mes prix, j'ai toujours une consultation avec, avec mes développeurs, surtout dans le côté technique. Côté design, c'est un peu différent dans le sens où c'est quand même des prix plus fixes et j'ai, c'est plus fixe et c'est plus à la valeur quelque part. Il y a quelque chose à ce sujet qui est. Ouais. Ouais. À la valeur et puis le temps que tu permets d'économiser aux personnes aussi qui ne savent pas Mm. faire. Mm. Superbe. Est-ce que Voilà. maintenant tu peux nous partager, même si je sais qu'il n'y a pas de semaine type chez les entrepreneurs, mais est-ce que toi, tu as une semaine type que tu pourrais nous partager? Comment tu t'organises? Euh, C'est vrai que, comme je disais aussi au début, il faut vraiment un bon équilibre vie pro, vie perso pour, les deux sont liés, n'est-ce pas? Donc, si du côté perso, ta vie est complètement sans dessus-dessous, ça va se ressentir au niveau de ton travail. Donc, j'essaye de faire de plus en plus attention à ceci. Donc, aujourd'hui, les heures de travail jusqu'à 8 heures, etc., c'est plus vraiment ce à quoi j'aspire. J'ai une équipe qui permet de prendre le relais, etc. Mais voilà, moi, généralement, ça va plutôt être du 9h, 9h30 jusqu'à peut-être 6h, 7h, parce que j'ai des clients en France encore beaucoup. Donc, il faut que ce soit des heures qui les arrangent pour m'avoir au téléphone. Mais généralement, ma journée commence à 9h30. Avant, j'ai toute la... Quoi, je vais à la salle, ou je vais courir, ou je vais à la boxe. Voilà, c'est vraiment des moments le matin qui sont pour moi. Après, je commence à 9h30. Le lundi, c'est vraiment une journée que je prends généralement pour moi. Le mardi, c'est plus une journée d'équipe. On a notre réunion hebdomadaire le mardi. Euh, et généralement, toute la matinée, c'est dédié à mon travail à moi, en fait. C'était le moment où j'aime être focalisée sur des gros projets, où je dois envoyer des appels d'offres, répondre à des appels d'offres, ou répondre à des mails, ou des questions, des choses comme ça, ou que je vais mettre en place de la stratégie, ou que je vais aller démarcher quelqu'un, etc. Donc vraiment, le matin, c'est plus pour moi. Et l'après-midi, c'est le moment où je suis un peu plus ouverte sur le monde, notamment parce que bah, les Français se réveillent à ce moment-là. Donc s'ils ont besoin de me joindre, ça va être l'après-midi pour moi, parce que, avec le décalage horaire. Et ces moments voilà, où je vais être dispo pour mon équipe, pour mes clients, etc. Donc ça se passe plutôt comme ça. Puis
Je pense aussi qu'il est important de regarder quand est-ce que on est le plus focus. Et pour moi, c'est le matin. Donc, c'est pour ça que tous les gros chantiers ou les choses où j'ai besoin de vraiment focaliser, je le fais après mon sport, généralement. Ouais, ouais, je fonctionne comme toi de ce côté-là. Et tu travailles du lundi au dimanche ou tu t'octroies des jours de repos? Oui, généralement, le samedi, dimanche, oui, généralement, je travaille peu. Après, c'est toujours agréable le dimanche de prendre un petit peu de temps pour un peu ce qui va se passer dans la semaine. Ouais, Mais voilà, de genre plus organiser la semaine ou savoir sur quoi on va travailler ou rattraper quelques messages sur Slack ou des choses comme ça. Mais euh, non, généralement, mes week-ends sont plutôt dispo. Plutôt dispo. ouais. Est-ce que Mm. tu as évalué le temps de travail que tu consacres à ton entreprise par semaine? Après, bien sûr, ça Non, va dépendre, hein, ouais, il y a des moments où il y a des pics plus ouais, ce travail que d'autres, mais en moyenne, est-ce que tu sais combien de temps tu passes dans ton entreprise? ouais, je dirais. Je dirais entre 25 et 30 heures, à peu près, quelque chose comme ça, oui, peut-être. Comme tu dis, tout dépend en fait des urgences et C'est ça. de là où on est le projet. Parce que pour moi, c'est vraiment là où je vais intervenir, ça va être au moment de la direction artistique. Vraiment, c'est le moment où je vais le plus travailler. Mais après, lorsque les choses sont en route, lorsque les pages sont validées, en fait, mon équipe peut prendre le relais et se charge de tout. Le but, au final, c'est de pouvoir, moi, me concentrer uniquement sur la partie qui m'intéresse le plus, au final. Ouais. Et c'est quoi qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce que tu Du coup, c'est kiffes le... la direction artistique Ouais, et j'aime bien aussi brainstormer avec des clients sur les possibilités d'un site internet. Souvent, en fait, c'est vrai que j'aime leur dire, écoutez, au final, le côté marketing, c'est chez vous. C'est pas nous, en tant que web designer ou faire un branding, etc., qui doit penser à quelles sont vos valeurs, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Mais parfois, j'aime bien aussi prendre ce rôle en disant, écoute, je sais pas, tu fais du coaching, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'avoir un espace privé dans lequel, en fait, tes adhérents puissent accéder avec un mot de passe ou penses-tu que, en fait, ici, il faudrait peut-être avoir des vidéos testimoniales, des choses comme ça. Et parfois, certains d'entre eux ne réalisent pas l'importance d'une fonctionnalité ou se disent, oh, j'ai pas besoin de newsletter. Donc, j'aime bien aussi brainstormer avec eux, leur donner des idées en disant, ben, si tu as besoin d'un e-book sur lequel, en fait, on peut laisser ton email, ton visiteur laisse l'email, prend ton e-book, toi, tu as gagné une email en plus pour toutes tes campagnes d'emailing, etc. Expliquer ce genre de choses et les possibilités d'un site internet, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc, le début du projet, mettre en place les fonctionnalités, etc., c'est aussi une partie ouais, qui me plaît. Donc, voilà. ouais. Puis c'est important cet aspect, comme tu dis, recommandation, conseil, ça les clients généralement ils apprécient bien parce qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble de qui est possible de faire et de qu'est-ce qui peut être pertinent à mettre en place dans leur site web par Ouais. rapport à leur activité de coaching, entre autres. Donc, Ouais. ouais, ta Ouais. Et c'est plus-value vrai aussi. que beaucoup apprécient ça, c'est vrai, d'avoir ce type de conseil. Encore une fois, c'est vrai que j'aime responsabiliser les clients sur la partie en disant, voilà, votre site performant, d'un point de vue design et d'un point de vue technique, le site va être performant avec nous. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais est-ce que en termes de conversion, il va être performant? On ne peut pas nous s'engager sur ça parce que au final, encore une fois, le marketing est chez vous. Si derrière, vous n'avez pas travaillé votre copywriting, si vous n'avez pas fait de photoshoot, si vous n'avez pas pensé aux preuves sociales et récupéré des témoignages, etc., en fait, c'est pas à moi de vous expliquer ce que vous devez faire Ouais, dans votre niche en particulier pour que ce site soit performant. Surtout lorsqu'on travaille en fait avec des coachs et des mentors. Hein. J'ai beaucoup de clients coachs et mentors. Et ils ont tellement, ces personnes-là ont tellement une niche avec un vocabulaire qui est particulier. Ils doivent vraiment penser à qu'est-ce que veut leur cible, qu'est-ce que veut leur audience, etc. Et moi, je ne peux pas faire ce travail-là. Moi, de la stratégie marketing, en fait, je délivre le site Internet. Donc, j'aime toujours responsabiliser les clients sur cette partie-là. Ceci dit, j'ai fait des formations en marketing. J'ai vu aussi beaucoup de sites Internet depuis les 10 dernières années. Donc, j'ai toujours, ah là, peut-être que tu devrais faire ci comme ça. Regarde ce site que j'ai fait. Elle a une façon d'écrire qui est très intéressante. Regarde comment elle a structuré son texte. Donc, j'aime bien aussi voilà, donner mon point de vue, ce genre de choses. Donc, c'est souvent très apprécié. Et yeah.
Souvent, les sites internet, un projet beaucoup plus conséquent que ce qu'on aimerait penser sur un site internet, c'est une, 2 semaines. Mais en fait, souvent, mes clients passent beaucoup de temps à réfléchir sur des détails et je leur dis, mais juste lance et après tu reviens dessus parce qu'en fait, les sites, ils sont créés d'une façon où tu pourras toujours modifier ton texte plus tard ou tu pourras changer ta photo. Mais des fois aussi, j'aime aussi apporter un peu de contribution en disant, non, mais vas-y, lance-toi parce que là, c'est déjà assez fini pour avoir cette page. Lance ton site internet et nous, pendant ce temps, on finit cette page-là et après, tu la pousses en ligne. Donc, toujours leur rappeler que être perfectionniste, c'est bien, mais parfois, on devient trop et en fait, il n'y a plus rien qui se passe. Oui, Et oui, je suis d'accord. ça, Je j'aime sentis bien. le côté perfectionniste dans ce que tu disais, effectivement, et ça peut ralentir, du coup, euh, Vraiment. le projet et toi et l'équipe aussi. Oui, Donc, oui, oui. ouais, ok. Et justement, quels sont les plus gros challenge mindset que tu as dû à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien en tant que CEO? Pour moi, tellement, vraiment beaucoup, ben, déjà, de voir dans l'ordre et dans la structure, en fait, quelque chose de positif. Tu sais, au départ, tu veux pas être dans des cases, tu veux pas passer du temps à faire ça, etc. Et non, donc, d'être vraiment organisé, ça est devenu vraiment une qualité et c'est quelque chose qui m'a apaisée en fin de compte. Donc, j'ai dû vraiment changer ma vision par rapport à ça. Avant, je voulais être créative. Je voulais pas qu'on m'impose quoi. Je voulais pas m'imposer d'horaire. Il pouvait se passer quoi que ce soit dans ma journée. Maintenant, je suis vraiment très stricte de la façon dont je gère mon temps, comment je gère mes réunions, ce genre de choses. Et comme je t'ai dit, tout ce qui est process, etc. Au final, ça me calme énormément. Dans le côté mindset, il y a eu aussi toutes les questions de poser ses limites. Que ce soit côté équipe ou côté client, en fin de compte, se dire, ben voilà, là, ça va être du temps en plus. Il va falloir qu'on rajoute un budget. Alors, au départ, ma nature, c'est oui, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais à la fin, j'ai quand même maintenant une équipe à payer et on ne peut pas toujours être dans le don tout le temps. Donc, ça a été aussi un challenge, fixer ses prix, savoir sa valeur, savoir la valeur d'un site internet. Voilà, le côté financier à surmonter. Et puis, ouais, puis juste avoir confiance à ce que je délivre en disant, voilà, nos sites internet, je les considère comme beaux, comme esthétiques, comme performants. Se dire, on combine plusieurs expertises, le référencement naturel, le côté technique, le design. Se dire, voilà, aujourd'hui, on est fort et on peut, du coup, chiffrer ça et on peut être fier aussi de ce que l'on fait. Tout ça, ça a demandé quand même un sacré cheminement avant d'en arriver là. Et je pense que l'équipe m'a beaucoup aidée parce que quand on a quand on a une équipe qui compte sur nous, quand on a des personnes qui sont aussi talentueuses, etc., on se dit, OK, on peut chiffrer, on est sûr de nous, ça va aider tout le monde, on y va. Et puis voilà, et puis ça attire aussi le type de clients avec lesquels j'ai envie de travailler, ceux qui reconnaissent la valeur, qui ont envie vraiment de collaborer avec nous et pas juste donner des ordres. Voilà. Ouais. Une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure par rapport justement, parce que là tu parles de chiffrage, de projet, etc. Ton équipe en fait, elle est rémunérée. Il y en a qui se rémunèrent à l'horaire ou c'est des forfaits, Il y c'est en a des mandats. certains, oui. Hmm. Oui, certains qui sont rémunérés à l'horaire, ben, comme par exemple les développeurs. C'est pour ça Ouais. que si, bon, les deux sont à temps plein plus actuellement, Ah, mais ouais. au final, quoi, c'est vraiment des salaires mensuels. Mais au final, comme je disais, on a un plugin ou on a une fonctionnalité un peu particulière à développer. Quoi, et je suis obligée d'aller le voir en disant, ben, écoute, pour faire combien d'heures tu as besoin? Donc lui, il va chiffrer à l'heure. Voilà, c'est la façon D'accord. dont on a décidé de travailler. Hmm. D'accord. Et puis d'autres qui prennent des forfaits, des mandats mensuels ou. Voilà. Par D'accord. exemple, j'ai un chef de projet qui, lui, est en part-time, elle en l'occurrence, qui est en part-time, en temps partiel. Voilà. D'accord. Ok. Donc elle a un quota fixe, c'est ça? Oui, Tous voilà. les- Donc, D'accord. ouais, qui va être, en l'occurrence, ouais, à peu près 20 heures semaine. Et puis, si elle a besoin de travailler plus, elle chiffrera à l'heure en plus. D'accord. Ok. Ok. Superbe. Et maintenant, si tu veux bien, on arrive à la fin de cette OK. interview.
Alors, on va faire un passage de relais, si tu veux bien. Est-ce que tu penses Oui. que tu pourrais me communiquer le nom d'un ou de deux entrepreneurs qui sont dans une position comme la tienne, c'est-à-dire qui ont déjà développé, ils ont déjà quitté le statut de solopreneur, d'indépendant, que je pourrais contacter de ta part pour les interviewer dans ce podcast? À qui tu Oui, penses? oui, oui. J'ai ma petite idée en anglais. J'ai une petite idée, je te le communiquerai. J'ai une consultante en qualité de vie au travail qui est très, très intéressante, qui fait beaucoup de choses. Donc, Ouais, je te communiquerai cette personne-là. superbe. Eh bien, écoute, Sarah, je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu Alors, donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur business? Au final, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit dans cette interview. C'est vraiment s'entourer des bonnes personnes au final. Les personnes comme toi sont extrêmement précieuses dans un business. Déjà parce que au final, la vie d'entrepreneur, elle est quand même assez solitaire et que c'est très important d'avoir du soutien. Et je sais à quel point, par exemple, toi, tu donnes des conseils, etc. Donc, on a vraiment l'impression voilà, d'avoir quelqu'un qui partage cette aventure avec nous et ça, c'est hyper important. Donc, s'entourer des bonnes personnes, regarder parfois l'expérience et ouais, toute l'expérience et les compétences, etc. Mais au final, regarder aussi la personnalité et donner des chances à des personnes qui peut-être ne viennent pas de votre milieu, mais qui ont les qualités que vous recherchez et qui ont vos valeurs aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce qu'au final, les compétences, apprendre à faire une newsletter, quoi, moi, en l'occurrence, c'est technique, mais faire une newsletter, créer un site internet, etc., ou du design, c'est des choses qui peuvent parfois s'apprendre. Et c'est pour ça qu'il faut plus accorder d'attention à la personnalité, je pense. Yes, C'est du conseil. top. Personnalité et valeurs très importantes. Ouais. Et Superbe. Bah, écoute, ouais, vas-y. Tu voulais non, je rajouter? disais, et prendre soin de vous aussi, de votre ouais, vie pro, vie perso aussi. Parce que Ah ouais, si on arrive face à nos clients ou à nos équipes complètement stressées, ça va jamais aller dans la bonne direction. exactement. Très important Mm. de prendre soin de soi. Ouais, et de s'accorder Ouais. du temps pour soi. Superbe. Ben écoute, merci beaucoup, Sarah. Merci, Si Valérie. les gens ils veulent venir te parler, s'ils veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter? Je dirais mon site internet, donc c'est studio-september.com. Et sinon, sur internet, sur Instagram, avec Sarah Méran, ouais, M-I-Y, M-E-Y-R-A-N. Voilà, c'est le meilleur moyen. Super. Ok. Parfait. Merci Ben, de toute beaucoup, façon, Aurélia. merci à toi. Je le mettrai en légende de la vidéo. Et merci pour cet échange. Je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao.